Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi. Aujourd'hui, on est avec le professeur Bruno Dubois. Bonjour professeur, merci d'être avec nous ce matin. Bonjour. Pour parler de la maladie d'Alzheimer. Vous publiez ce livre passionnant, Alzheimer, la vérité sur la maladie du siècle. C'est un livre très complet sur l'histoire de la maladie, également sur les... Parce que vous dites que vous avez publié ce livre pour aussi dénoncer un certain nombre de contre-vérités, faire le point sur les avancées de la médecine. Donc à la fois... On voit qu'on a fait beaucoup de progrès, mais en même temps, on est un petit peu pessimiste quand on lit votre livre parce que il y a aujourd'hui pas de solution. C'est-à-dire qu'on avait formé beaucoup d'espoir au cours de ces dernières années avec ce qu'on appelle, ce que je pourrais appeler la nouvelle vague de médicaments, c'est-à-dire des médicaments qui, cette fois-ci, agissent contre les lésions de la maladie. Et le paradoxe, c'est que ces médicaments marchent contre les lésions, mais n'améliore pas les symptômes. Ouais. Donc on est un peu perturbé. Oui, parce que vous dites qu'aujourd'hui la recherche elle avance, mais elle piétine un petit peu. Alors ce qu'il faut, si vous voulez, c'est quand même, il faut se mettre en ordre de marche. On a aujourd'hui ces médicaments dont je vous ai dit qu'ils étaient intéressants parce qu'ils sont actifs sur les lésions. Alors je pense qu'une des solutions serait de repérer les patients plus tôt dans leur maladie, au tout début des premiers symptômes, peut-être même avant la survenue des symptômes. Et c'est donc si vous voulez, un changement de logiciel, c'est-à-dire qu'il faut complètement réorganiser notre parcours de soins. La manière de réfléchir. Peut-être redire ce qu'est, alors je précise, je n'ai pas précisé que vous êtes l'un des meilleurs spécialistes au monde de la maladie d'Alzheimer. Vous êtes chef de service des maladies cognitives et comportementales à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de questions autour de cette maladie. Donc peut-être redire un petit peu ce qu'elle est, cette maladie. Et est-ce que c'est une maladie ? J'ai découvert dans votre livre, aujourd'hui, il y a une tendance des gens qui disent c'est pas une maladie, en gros, c'est un concept qu'on a voulu émettre, mais aujourd'hui, c'est la vieillesse normale. C'est une maladie, la maladie. C'est une maladie d'abord. D'abord, ça ne touche pas que les vieilles personnes. Ça touche des patients, parfois malheureusement jeunes, plus jeunes, à 50, 60 ans. Et justement, tout ce qu'on a pu faire ces dernières années, je dirais ces 30 dernières années, c'est d'inscrire cette maladie dans le grand livre de la médecine. C'est-à-dire que maintenant, on sait ce que c'est. Il y a des symptômes spécifiques, il y a des anomalies biologiques spécifiques, ce qui fait qu'on peut identifier la maladie à tout âge, et même chez les gens très âgés. On peut montrer que les troubles que présente une personne âgée, voire très âgée, sont différents de ceux du vieillissement normal. Donc il y a vraiment un processus qui est spécifique, qui est la maladie d'Alzheimer. Ça existe, je l'ai rencontré. Oui, vous racontez d'ailleurs la découverte de cette maladie. Il y aurait 1000 questions, il y aurait des heures à passer avec vous. Je pense que ce qui intéresse nos auditeurs de Sud Radio, c'est la question qu'on vous pose souvent, c'est est-ce qu'on peut diagnostiquer très tôt ? Est-ce que ça sert à quelque chose de dépister cette maladie ? Quels sont les premiers signes qui doivent alerter ? C'est une question basique. Voilà, plein de questions dans tous les sens. Voilà, vous posez beaucoup de questions. Non, je crois que si vous voulez, il faut quand même dissocier deux choses. C'est la démarche du diagnostic de la démarche thérapeutique. C'est pas parce qu'on n'a pas de traitement qu'il faut quand même pas répondre à la question de quelqu'un qui vient vous voir et qui vous dit « je suis inquiet car j'ai des troubles de mémoire ». Donc il faut quand même qu'on réponde à cette question, car dans 90% des cas, ces troubles de mémoire sont tout à fait banals et ne renvoient pas une maladie d'Alzheimer. Donc quand quelqu'un vient me voir et me dit, voilà, est-ce que voilà, je commence à perdre mes clés, à passer mon temps à chercher mon journal, à rentrer dans une pièce sans savoir ce que je viens y chercher, avoir des difficultés à trouver mes mots, je ne me rappelle pas le nom des gens que ça. Il y a une vraie inquiétude parce que les gens sont informés que ça peut être peut-être le début de la maladie, puisque la maladie débute par les troubles de mémoire. Et eux, ils interprètent leurs difficultés comme un trouble de mémoire. En réalité, c'est pas un trouble de mémoire, c'est un trouble de l'attention. Ils ne font pas attention à des choses banales. Et donc, c'est ça qu'il faut bien expliquer aux gens. La maladie d'Alzheimer, c'est effectivement une maladie qui débute le plus souvent par des troubles de mémoire, mais ce sont des troubles de mémoire importants. C'est pas j'ai oublié mes clés, j'ai oublié hier d'aller chercher Exactement. Il se perd dans son quartier, il se rappelle pas que hier il y avait le mariage de sa petite fille, etc. Ce sont des choses qui ont vraiment du sens pour la personne. Est-ce que ça sert à quelque chose ? Est-ce qu'il existe un dépistage ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pouvez, grâce à la technologie, en regardant le cerveau, savoir dire ceux qui auront... Vous en parlez très bien dans le livre. Voilà. Alors il y a des dépistage, mais ce dépistage, on ne le fait pas. Parce que là, pour le coup, ça n'a pas de raison d'être. Quand quelqu'un a une inquiétude ou des troubles
là, c'est normal qu'on mette à la disposition du diagnostic toutes les ressources qui sont à notre disposition. Mais chez quelqu'un qui n'a rien, simplement qui veut savoir si plus tard il va développer une maladie, il n'y a aucune raison d'utiliser ces moyens qui sont actuellement disponibles, parce que ça ne débouchera sur rien. Parce que si vous dites à quelqu'un qu'il risque de potentiellement développer cette maladie... Alors, deux choses. Ce que l'on peut mettre en évidence aujourd'hui, c'est effectivement, vous avez raison, la présence de lésions dans le cerveau de la personne. Et on a aujourd'hui des moyens, ce qu'on appelle des biomarqueurs. Mais on ne sait pas si la présence de lésions suffit à déterminer qu'on développera la maladie un jour. Je vous donne le résultat d'une étude qu'on a faite à la Salpêtrière. C'est très intéressant. On a suivi 320 sujets qui ont accepté qu'on recherche s'ils avaient des lésions dans leur cerveau. Ce sont des sujets normaux. D'accord ? 320 sujets. Après 5 ans de suivi, seuls 10 ont développé la maladie. Donc ça veut dire que le fait d'avoir des lésions ne suffit pas à déterminer qu'on développera un jour la maladie. Donc ça ne sert à rien de rechercher, de dépister précocement ces lésions. Oui. Absolument. Ça ne sert à rien. Est-ce qu'il y a aujourd'hui des gens qui sont plus sujets que d'autres à développer la maladie ? Est-ce que dans les études qui ont été faites, on n'est pas tous égaux devant les maladies, mais est-ce que la maladie d'Alzheimer, c'est la même chose ? C'est une très bonne question. Alors, le facteur le plus important, c'est l'âge. Ouais. Plus on vieillit, plus on va vers l'âge où la maladie devient naturellement fréquente. Et ça, c'est un point important. C'est-à-dire que grâce à la médecine et au succès de la médecine, nos concitoyens sont de meilleure santé. Et donc, progressivement, vous voyez la génération des seniors qui, n'ayant pas de problème de santé, arrivent naturellement à l'âge où cette maladie est fréquente. C'est pour ça que tout à coup, on la découvre. Parce que maintenant, l'espérance de vie est aux alentours de 80-85 ans. Et là, 20% des gens sont atteints de cette maladie. Mais est-ce que c'est une nouvelle maladie ou pas ? Parce que vous dites la maladie du siècle. Pourquoi la maladie du siècle ? C'est maladie du siècle parce qu'il suffit de regarder les projections du vieillissement de la population mondiale. Et au niveau mondial, tous les pays... Donc c'est le vieillissement qui fait qu'on... C'est une chance, c'est extraordinaire. On est à une période de l'histoire de l'humanité où maintenant on est en train de maîtriser, si vous voulez, un certain nombre de maladies qui tuaient très jeunes. Les grandes infections, les tuberculoses. Donc l'espérance de vie a très largement progressé. Exactement. Donc cette maladie, aujourd'hui... Dans tous les pays du monde. Il n'y a que l'Afrique qui, malheureusement, dans les projections, restera une somme de pays où l'âge n'atteindra pas tout à fait l'âge des autres pays du monde. Donc les facteurs qui prédisposent à la maladie d'Alzheimer. Alors, l'âge, le bas niveau culturel. Donc ça c'est très important, c'est-à-dire que l'éducation, la scolarisation... Vous parlez même des enfants, de la stimulation, dans votre livre, vous parlez de la stimulation des enfants très jeunes qui aurait un impact sur le cerveau. Je crois qu'il faut stimuler précocement nos enfants parce qu'effectivement, ils vont développer alors, et c'est ce qui s'est passé pour nous, enfin pour notre génération aujourd'hui, c'est qu'on a fait des études et ça développe un réseau synaptique, un réseau de neurones qui va je dirais, retarder ou tamponner l'entrée dans la maladie. Donc il y a ça, donc il y a l'âge, il y a le niveau d'éducation. Et puis la présence de facteurs de risque génétiquement déterminés, notamment une protéine qu'on appelle l'apolipoprotéine E, qui dans sa forme 4 prédispose à une survenue plus précoce d'une maladie. Et ça, c'est génétique. Après, l'alimentation, toutes ces choses-là, ça l'obésité, le cardiovasculaire... Ça a un impact sur le vieillissement cognitif et la démence en général. C'est-à-dire probablement sur les composantes vasculaires. Parce qu'effectivement, vous avez aussi des démences d'autres causes. Il n'y a pas que la maladie d'Alzheimer qui entraîne des troubles cognitifs. Bien sûr, oui, il y a plusieurs, c'est ce que vous dites. Ce que n'est pas la maladie d'Alzheimer, dans votre livre, il y a plusieurs formes de démence. Exactement. Donc, si vous voulez, un bon contrôle de ces facteurs de risque cardiovasculaire, un bon contrôle de la pression artérielle, ça c'est très important, le contrôle du cholestérol, une hygiène de vie, l'activité physique, la stimulation cognitive, tout ça, ça contribue à faire que, et sachez-le, c'est très intéressant, qu'en 20 ans, des études épidémiologiques en France ont montré une diminution significative
de la prévalence de la démence simplement par ces actions de prévention qui doivent être... de l'attention, de l'obésité, de la pratique du sport, des choses comme ça. Vous dites également dans le livre, et je crois que c'est une des motivations d'écriture de ce livre, c'est les fausses informations. Ouais. Et c'est vrai que tous les jours, on a des infos diverses et variées. Il n'y a pas très longtemps, c'était les dents, ça viendrait des dents, etc. Important d'aller contre toutes ces idées reçues et contre ces fausses infos. Ben oui, parce que si vous voulez, il suffit de mettre ça, c'est repris après dans les réseaux sociaux, et puis ça crée une sorte de bruit de fond qui est très néfaste. Ouais. Il y a très peu de choses que l'on a établies avec certitude, et ça, c'est sur la base d'études épidémiologiques sérieuses. Donc je crois qu'il faut quand même que les journalistes se renseignent et ne répercutent d'informations que si elles ont été validées dans des très bonnes revues à comité de lecture. Parce que ça donne aussi des dérives potentielles pour des charlatans. Donc c'est là aussi mettre en garde les gens contre des techniques ou des thérapies qui seraient complètement hors sol. Vous dites également que cette maladie d'Alzheimer, la première solution viendra de l'étude des patients. C'est un petit peu ce que vous expliquiez au début, c'est-à-dire que c'est une nouvelle manière pour vous, chercheurs, de travailler. Exactement, c'est intéressant. C'est-à-dire que j'ai l'impression que jusqu'à il y a quelques années, on pensait que la solution de ces maladies neurodégénératives viendrait de la création de modèles animaux. C'est qu'il fallait travailler sur la mouche, la drosophile, il fallait travailler sur le C. elegans. Bon, je ne dis pas que c'est pas important, bien sûr, il faut connaître le vivant, c'est important. Mais je pense que la solution concernant ces maladies viendra du patient lui-même, puisque le patient détient un secret qu'il nous faut connaître. Donc, par des investigations diverses et variées, par des prélèvements, par des liquides céphalorhachidiens, par des données de neuroimagerie, par des prélèvements biologiques, on arrive à identifier les protéines qui sont anormales, et à partir de là, on peut proposer des traitements qui vont bloquer ces protéines. Donc je pense que c'est toute la recherche que j'appelle la recherche clinique, la recherche qu'on fait chez le patient à l'hôpital, qui est valorisée par cette maladie et par les maladies neurodégénératives en général. Oui, on a vu que certains médicaments avaient été déremboursés, enfin n'étaient plus remboursés. C'est des médicaments qui vous étaient utiles. Comment on peut comprendre ça ? Alors ça, je crois que vous avez été assez en colère. Oui, c'est la bouteille à moitié vide, à moitié pleine. Ce sont des médicaments qui ont une efficacité prouvée, et ça, on ne peut pas le contester. Ils ont une efficacité qui a été prouvée, ils ont été mis sur le marché parce qu'ils avaient une efficacité. Alors après, on peut discuter du sexe des anges, on peut discuter de l'intérêt de cette efficacité. C'est vrai qu'elle est modeste. Alors, est-ce qu'elle est suffisamment importante pour justifier qu'on rembourse, ou elle est suffisamment peu importante pour qu'on ne s'engage pas dans un remboursement? Ça, après, c'est une décision politique. Je trouve que c'est dommageable. Et d'ailleurs, on continue à prescrire ces médicaments parce qu'on sait qu'ils ont une certaine efficacité. Alors, chez les gens âgés, voire très âgés, il peut y avoir des effets secondaires qui nous conduisent à être un peu prudents, mais chez les gens plus jeunes, à mon avis, il y a une perte de chance à ne pas l'utiliser. On se retrouve dans un instant avec le professeur Bruno Dubois pour parler de son livre Alzheimer, la vérité sur la maladie du siècle, qui est paru aux éditions Grasset. Et vous pouvez nous appeler pour témoigner, 0826 300 300, avec quelques témoignages, en particulier de Cédric, qui nous dit: le mari de la collègue de ma femme est très jeune, en fait, n'est pas vieux. Donc on va revenir sur cette forme qui touche les personnes plus jeunes. À tout de suite. Sud Radio. Avec vous sur Sud Radio, on est ensemble jusqu'à midi. Jusqu'à 11h, on parle de la maladie d'Alzheimer, la vérité sur la maladie du siècle. C'est paru aux éditions Grasset. Professeur Bruno Dubois, qui est avec nous en studio, spécialiste de la maladie d'Alzheimer, professeur de neurologie à la Sorbonne, président de la Société française de neurologie et chef de service des maladies cognitives et comportementales à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. C'est passionnant parce que vous racontez comment on a découvert cette maladie dans ce livre. Vous racontez également l'histoire de votre famille, moi qui me passionnait parce que vous faites partie de ces grands médecins qui consacraient votre vie à la recherche, à la maladie et à découvrir des solutions. Et on a des réactions de gens qui nous parlent de patients de plus en plus jeunes. Est-ce que vous observez ça ? Parce qu'on a dit que c'était la maladie du grand âge, mais il y a des gens plus jeunes aussi qui sont touchés par la maladie. Et ça pose des problèmes très spécifiques, vous pouvez l'imaginer, parce que ce sont des gens qui sont en activité professionnelle, qui ont des conjoints jeunes, qui ont des jeunes enfants, qui sont insérés dans la vie, qui ont des relations familiales, amicales, etc. Et
c'est un drame absolu, parce que vous savez, ils sont marginalisés très vite, et pour les conjoints et les familles, c'est très douloureux, et en plus, on n'a pas de solution. Peu de solutions thérapeutiques, et surtout pas de structure d'hébergement pour ces patients qui sont jeunes et qui posent des problèmes, parce que si vous voulez, dans une famille, un patient qui devient complètement dépendant, c'est pas facile. Donc c'est un vrai souci. C'est un vrai souci, et le nombre est quand même assez significatif, puisqu'on estime, alors on n'a pas de chiffre absolu, mais on estime à 20 000 le nombre de ces patients jeunes, c'est-à-dire quand même 4 fois plus ou 3 fois plus que le nombre de patients qui ont le sida. Donc ça veut dire que c'est un problème de santé publique majeur. Mais est-ce qu'on en parle assez ? Je pense que non. J'ai trouvé, moi, que la journée de la maladie d'Alzheimer jeudi était passée relativement inaperçue. Oui, parce qu'en réalité, c'était samedi. Ah, voilà. Moi, j'ai cru que c'était jeudi, moi. Donc c'était samedi, c'est dommage, parce qu'effectivement... Mais il y a une peur, j'ai vu que c'était la deuxième maladie la plus crainte par les Français après le cancer. Absolument. Et il y a une sorte de peur, en fait, même d'évoquer la maladie, non ? Vous le ressentez, ça, même dans les médias, c'est difficile d'en parler ? Oui, c'est difficile. Même l'annonce aux patients est difficile, l'annonce aux familles est difficile. C'est douloureux, parce que ça veut dire, si vous voulez, que dans une certaine mesure, annoncer cette maladie, c'est rentrer dans un autre projet de vie pour la personne, et souvent pour la famille. Et ça, si vous voulez, les patients et surtout les familles comprennent ce que ça signifie. Quoi. Sur l'annonce, vous en parlez assez longuement dans le livre, il n'y a pas vraiment de règles, en fait, c'est du cas par cas. Exactement. Est-ce qu'il faut l'annoncer ? À qui on l'annonce ? À la famille, aux patients ? Exactement. Parfois, c'est une catastrophe de l'annoncer à quelqu'un. Moi, je trouve qu'il n'y a pas de règles. Et souvent, on nous dit, le patient est propriétaire de sa maladie, on doit lui annoncer les choses. Non, c'est beaucoup plus compliqué. Beaucoup plus subtil, oui. Beaucoup plus subtil. Il faut faire attention, il faut y aller doucement, il faut faire des annonces en plusieurs temps, il faut accompagner les patients et les familles dans l'annonce. Il faut faire attention. Et vous dites, c'est du cas par cas, il n'y a pas de règles. Je trouve. Il y a des gens qui peuvent l'entendre, des gens qui souhaitent l'entendre, des gens qui vous disent qu'ils veulent l'entendre, mais qui en réalité, vous sentez qu'ils sont fragiles. Il faut faire très attention. Je pense que c'est un peu une petite bombe, il faut vraiment faire attention. Un patient sur 2 est diagnostiqué et un patient sur 3 est au stade précoce. J'ai lu ça dans les chiffres. Ça veut dire qu'on pourrait faire mieux sur le diagnostic ? On peut faire... Oui, absolument. Et alors, si vous voulez, c'est important, parce que sinon, vous avez une sorte de nomadisme médical, des gens qui consultent ou qui ne consultent pas. La famille, souvent, considère que c'est banal, que c'est lié à l'âge. Les médecins généralistes disent à quoi ça sert de se lancer dans des enquêtes, parce que de toutes les façons, il n'y a rien à faire. Mais si, il faut caractériser la maladie. C'est important de mettre une étiquette sur un problème, car à ce moment-là, on peut inscrire le patient dans une stratégie de prise en charge. Et ces stratégies de prise en charge sont efficaces, parce qu'on peut anticiper les problèmes qui, immanquablement, vont émailler l'évolution. Donc, en voyant régulièrement ces patients et les familles, on peut apprécier la tolérance de la famille, la fatigue de la famille, la façon dont ça se passe au quotidien, et petit à petit mettre en place des moyens qui sont simples, mais qui permettent de soulager la famille et de maintenir le plus longtemps possible le patient à domicile. C'est quand même le souhait des patients, le souhait des familles, et aussi, il ne faut pas l'oublier, le souhait de la société, parce que ça coûte moins cher. Bien sûr, ça coûte moins cher, effectivement. Il y a des questions autour de la retraite. Est-ce que la retraite, d'arrêter de travailler, est un facteur qui peut déclencher... Alors, on nous parle des facteurs déclenchants, vous l'évoquez aussi dans le livre. Est-ce qu'un choc peut déclencher la maladie ? Mais là, en particulier, sur la retraite, est-ce qu'il faut travailler le plus longtemps possible ? Vous touchez à un sujet qui est évidemment qui est en plus très d'actualité, sensible et politiquement un peu incorrect, parce que les études épidémiaux qui partent sur des études dans des différents pays européens montrent qu'il y a une relation entre l'âge de départ à la retraite et le retard du vieillissement cognitif. C'est-à-dire qu'il y a quand même là un effet sur le vieillissement cognitif. Je ne parle pas sur la maladie d'Alzheimer, mais je parle sur le vieillissement cognitif. Et c'est d'ailleurs l'occasion de dire qu'il faut, même après la retraite, essayer de garder des contacts relationnels, garder des activités cognitives, car c'est probablement quelque chose qui retarde l'entrée dans les troubles de mémoire liés à l'âge. Oui, donc continuer à travailler, et si on part à la retraite, avoir des activités, s'intéresser, avoir de l'interaction avec... Exactement, moi j'ai une vision très comment vous dire, très écologique du cerveau. Pour moi, c'est une structure, si vous voulez, c'est un fantastique réseau de neurones, et il faut alimenter cette structure qui, en permanence, traite de l'information. Et si vous ne lui donnez rien à traiter,
il s'atrophie entre guillemets, c'est-à-dire qu'il ne travaille plus. Et donc je pense qu'il faut lui nourrir fournir, et lui fournir absolument, en permanence. Absolument, l'arroser comme une plante. On a un auditeur qui nous dit le top serait une guérison sélective, on ne garderait que les bons souvenirs. Voilà, il fait un petit peu d'humour. C'est vrai que on parle pas des aidants, mais les familles se retrouvent. Alors, on peut répondre parce que dans une certaine mesure, c'est ce qui se passe. Au début de la maladie, on garde des souvenirs. On ne se rappelle pas ce qui s'est passé les jours précédents, mais les souvenirs anciens, on les garde. Et c'est même le paradoxe de ces familles qui nous amènent leurs patients en disant ça ne doit pas être bien grave, sa mémoire est bonne, puisqu'il se rappelle le nom de sa maîtresse d'école, il se rappelle son mariage, il se rappelle tout ça. C'est ça qui est fascinant. Et à ce moment-là, je pose la question, mais est-ce qu'il se rappelle ce qu'il a fait hier, ce qu'il a eu à dîner hier? Et ah ben non, là il ne se rappelle pas. Et là, si vous voulez, à ce moment-là... C'est là où c'est plus inquiétant. Et pourquoi on garde ces souvenirs-là? Est-ce qu'on a réussi à établir ça? Mais non, parce que la mémoire a marché à ce moment-là. La mémoire a marché quand on est jeune. La preuve, puisqu'on a eu le développement qu'on a eu. On ne se souvient plus de ses enfants ou de ses petits-enfants ou de son mari. C'est une mémoire qui a marché à un moment. C'est à partir de quel moment la mémoire s'arrête, c'est ça? Il y a un moment donné où, malheureusement, quand on rentre dans la maladie, tout s'efface. Il reste longtemps, on conserve les souvenirs anciens. Une question sur la génétique. Est-ce que c'est une maladie génétique? Alors, c'est exceptionnellement une maladie génétique. Et les rares cas génétiques, c'est-à-dire transmis par une mutation de père ou de mère à enfant, et sont identifiés en France, on les connaît. En revanche, aujourd'hui, on pense que c'est une maladie complexe dans laquelle des facteurs de susceptibilité génétique, c'est-à-dire des dispositions alléliques particulières des gènes, va faire qu'on va être plus ou moins sensible peut-être à des facteurs X environnementaux, et donc qu'on va pouvoir malheureusement développer la maladie. Donc il y a probablement des facteurs génétiques qui restent à découvrir. La question qu'on vous pose le plus souvent, c'est quoi? Est-ce que c'est une maladie génétique? Pourquoi elle est plus fréquente actuellement? Est-elle plus fréquente actuellement? Et est-ce qu'on peut la guérir? Est-ce qu'on peut la guérir? Et vous gardez espoir, parce que dans votre livre, vous n'êtes pas très optimiste. Vous dites, je ne pense pas que de mon vivant, je verrai le médicament qui guérira la maladie. Oui, je pense pas. Pourtant, vous faites la comparaison avec le VIH, avec le sida, où on a piétiné pendant très longtemps. Et puis, il s'est passé quelque chose. Voilà, c'est ce qu'on vous souhaite. Voilà. On vous souhaite de vivre vieux et de pouvoir trouver, en tout cas, une solution pour cette maladie Alzheimer. La vérité sur la maladie d'Alzheimer, c'est passionnant. J'ai appris plein de choses, en particulier que le scanner, c'était très récent, que c'était grâce à Bourguiba, en Tunisie et aux Beatles, absolument. Donc il y a plein de choses sur Alzheimer, sur la découverte de la maladie, sur la recherche, sur le diagnostic. Bref, c'est un livre passionnant. Alzheimer, la vérité sur la maladie du siècle, aux éditions Grasset. Merci infiniment, professeur, d'être venu ce matin sur Sud Radio. Et nous, on se retrouve dans un instant pour commenter l'actualité un peu plus futile parfois. Merci à vous. Merci.